Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et le système nerveux d'une manière globale. Aujourd'hui, je vais te parler donc évidemment de système nerveux, du nerf vague et de fasting, traduit en français par jeûne intermittent. Et je ne vais pas forcément trop te parler du jeûne, la pratique du jeûne en tant que tel, qui, si tu connais pas, le jeûne, c'est on arrête de manger pendant plusieurs jours. De 3 jours, en général c'est le minimum, à plusieurs jours. Il y en a qui durent jusqu'à 2-3 semaines, voire plus, pour des cas un peu extrêmes, je dirais. C'est pas ça que je vais aborder aujourd'hui, je vais plutôt te parler donc de ce qu'on appelle le fasting communément, et plus, donc comme je te disais en français, le jeûne intermittent. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je le pratique déjà depuis plusieurs années. Je l'ai associé à mon approche alimentaire qui est sur une base keto, donc une alimentation cétogène en bon français, et parce que c'est une étape qui a le jeûne intermittent, les êtres vivants qui les premiers êtres vivants qui ont commencé à explorer les terres émergées ont été confrontés, malgré elles, c'était pas un choix volontaire, à des périodes de fasting, de jeûne, donc de jeûne intermittent, voire des jeûnes plus longs. Et aussi parce que au moment où j'enregistre, eh bien, que je dise pas de bêtises, on est le 13 février 2026, et dans beaucoup de traditions, c'est une période où on commence à rentrer dans des phases de jeûne, pour plusieurs raisons que je vais expliquer à l'aune que je vais expliquer par rapport à aujourd'hui, et je ferai le rapprochement aussi avec nos premiers êtres vivants qui ont exploré les terres émergées. Pourquoi je parle du jeûne aujourd'hui, du jeûne intermittent, du fasting? Tout simplement parce que pour cette année en tout cas, parce que ça change à chaque année, ça change de date, et pour les musulmans pratiquants, ils commencent à se préparer, elles commencent à se préparer à rentrer dans le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est une période, si tu ne le sais pas, eh bien, où les pratiquants ne consomment pas d'aliments, et pour les plus pratiquants d'entre eux, ne boivent pas non plus pendant la journée. À partir du moment où les premiers rayons du soleil apparaissent, jusqu'au dernier rayon du soleil qui prend fin en fin de journée, toute cette période donc de veille, il n'y a pas de prise alimentaire, et pour certaines personnes, pour celles qui se le sentent en tout cas, il n'y a pas de prise non plus de liquide. Donc voilà, ça correspond déjà à cette période pour cette année en tout cas, pour l'année dernière aussi, ça correspondait, c'était un petit peu plus, ça arrivait un petit peu plus tard dans l'année. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dans d'autres traditions, chez les chrétiens, la période qui suit Carnaval, traditionnellement, c'est aussi une période de jeûne que l'on appelle le carême. Moi, je vis en Guadeloupe, hein, et cette période de l'année ici, dans laquelle on est en train de rentrer, donc on est donc le vendredi 13 février, comme je disais, dimanche, c'est le grand défilé du carnaval, avec mardi l'apothéose, et après mardi, c'est le début, donc le lendemain, mercredi, sera le début de la période du carême. Donc ça dure environ une quarantaine de jours, et c'est une période de disette alimentaire. C'est une période où, chez les chrétiens, on va éviter de consommer des produits carnés, que ce soit de la viande ou du poisson, et on va plutôt s'orienter vers les légumes. Et volontairement ou involontairement, parce qu'à la base, c'était pas quelque chose de choisi, en tout cas, ça s'est orienté vers un choix de plutôt être sur du jeûne. Et alors pas comme chez les musulmans où on va juste consommer
pendant la période nocturne, c'est plus que on mange moins en général. Ici aux Antilles, pour plusieurs raisons. Et tu vas le comprendre aussi pourquoi cette période chez les chrétiens correspond, est à valider aussi pour l'Europe. Ici, donc je vais étendre mon propos. Je vais commencer avec les Antilles parce que c'est là où je suis depuis 20 ans maintenant. Et en fait, c'est une période où alimentairement, avant, il y avait peu de choses à manger. C'est aussi surtout une période où on commence à rentrer dans une période très sèche. Alors, en dehors des changements climatiques, évidemment. Et c'est vraiment un moment où la chaleur commence à s'installer. Il y a quasiment plus de pluie pendant 40 jours, voire plus. Ça s'étend un peu plus au niveau de la météo. Et c'est un moment, en tout cas, où, du fait de cette terre qui chauffe, il y a moins de produits consommables, de produits naturels consommables. Il y en a eu beaucoup avant, jusqu'à maintenant. Là, on arrive un peu à la fin de ces périodes où il y avait une espèce d'abondance de produits végétariens, de fruits, et ça reprendra petit à petit après la fin du carême. Alors évidemment, il reste à manger, il y a plein de choses qui continuent de pousser. Ne détourne pas mes propos en disant n'importe quoi, il y a plein de trucs qu'on peut trouver à manger. Oui, il y a plein de trucs, sauf que il y en a beaucoup moins. C'est la fin des Christophines, alors on rentre dans la période des tomates, mais il faut savoir que pendant très longtemps il n'y avait pas de tomates qui poussaient ici, sans engrais chimiques et ce genre de produits. On est dans les périodes où il y a des concombres, oui. Nourris-toi que de concombres, tu verras que c'est pas très nourrissant. Donc voilà, on est avec des aliments qui sont pas très très riches en fait. Et c'est pas une période où la chaleur s'installe qui est propice à aller tuer, conserver des produits carnés. Que ce soit... alors on peut aller sécher du poisson, en effet, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, si on le sèche, c'est parce qu'on a une logique de conservation pour des périodes pour plus tard en fait. Et si j'extrapole, si je me déplace sur notre globe terrestre et que je viens sur l'Europe, eh bien tu sais très bien que c'est pas une période où il y a quand tu passes à travers les champs, tu te rends bien compte qu'il n'y a rien qui pousse. Il y a quelques trucs, mais c'est pas le moment où les champs sont en fleurs ou en production. Et même si, évidemment, depuis plusieurs décennies, on trouve abondance de légumes et de fruits dans les supermarchés, juste revenir à la conscience que ce ne sont pas des produits qui ont poussé en local, ou alors sous serre, d'une manière artificielle en tout cas. Et donc dans une espèce de bon sens paysan, j'allais dire, mais tout simplement si je remonte à 70 ans à peu près, oui, il n'y avait pas tous les produits que l'on trouve aujourd'hui en supermarché, il y avait très peu de supermarchés aussi. Et donc, on mangeait très peu de choses variées. C'était la fin en fait des stocks. Là, on arrive, donc c'est pas encore vraiment la fin de l'hiver, les températures commencent à tendre vers un peu plus de chaleur, mais c'est assez fluctuant. Hein. Il y a, selon l'âge que tu as, il y a 10-20 ans, en février, il faisait encore froid, très froid même. C'est vraiment en mars où les températures en Europe commencent à remonter, selon là où tu te situes en Europe, tu vis en Europe. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est des périodes donc, où on est plutôt sur la fin des stocks, on est sur la fin des pommes de terre. Des stocks de pommes de terre pour les gens qui... Alors, je recontextualise, pardon. Pour des familles paysannes qui ne vivent pas, donc qui vivent en dehors des zones urbaines, qui cultivaient un minimum de terre pour leurs propres biens et pour en revendre s'ils avaient du surplus, on arrive sur ce genre de fin de stock. On est sur la fin des choux d'hiver. On est sur la fin de tous les légumes d'hiver en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui poussent parce que selon les intempéries,
selon les centimètres de neige qui peuvent tomber selon les hivers. Je me resitue encore une fois dans des contextes où le changement climatique n'était pas encore trop marqué, donc il y a 10 ans, on va dire, 10-15 ans, un petit peu plus, euh, ces choses-là étaient fréquentes. Et naturellement, en fait, on en venait à moins manger, ou à manger vraiment des choses très répétitives. Beaucoup de pommes de terre, de patates, comme je disais. C'est la fin des pommes, le fruit des pommes, parce que la pomme est un fruit qui se... Alors aujourd'hui, qui se conserve très bien, mais même qui de base, de par nature, est un aliment qui se conserve assez bien. Et donc on arrive vraiment sur la fin des stocks alimentaires. Et il arrivait, avant que les religions n'installent ça d'une manière traditionnelle, avant, donc, c'était commun de réduire les rations, de réduire les portions alimentaires, et pour les plus... si vraiment ça arrivait sur de la disette, les plus forts, en fait, les humains les plus en santé, en vitalité, je vais y arriver, oui, se permettaient de jeûner, en fait, de sauter un repas, voire deux, pour que les plus jeunes, les plus faibles, les personnes qui avaient vraiment besoin de s'alimenter puissent le faire. Et donc, ça se faisait dans une espèce de logique comme ça. C'est pas parce qu'il y avait une religion qui nous le disait. Je reviens sur nos religions. Dans la tradition taoïste, donc dans la médecine traditionnelle chinoise, pareil, c'est une période, là on est rentré dans le printemps énergétique depuis le 4 février, chaque année, et en fait c'est un moment où on privilégie les jeunes, alors des jeunes longs, courts ou longs, peu importe, et selon la vitalité de la personne aussi, encore une fois, et ce sont donc des moments qui sont aussi dans une logique de, eh bien, il y a moins à manger. Et en même temps, dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle évidemment on parle beaucoup de l'énergie, et c'est un moment dans l'année où l'énergie est en train de monter, d'être de plus en plus présente et puissante, comme le soleil. En fait, on se base beaucoup sur le cycle du soleil, et comme les jours ont commencé déjà à rallonger depuis le solstice d'hiver, en février, en général, c'est de plus en plus marqué. On en a de plus en plus conscience parce qu'on se rend vraiment compte que les jours rallongent. Et c'est des moments où on sent que cette énergie du printemps, elle est là. Cette énergie du renouveau commence à apparaître et nous porte vers... cette énergie nous porte vers plus de vitalité. Encore une fois, pour les personnes qui sont en santé. Je ne parle pas de personnes qui sont malades ou affaiblies pour diverses raisons. Et donc, ce sont des périodes, tu as dû le sentir, peut-être que tu le sens actuellement, où naturellement, tu as de plus en plus envie d'être actif, si tu as arrêté, peut-être reprendre des activités sportives, d'être plus dynamique. Ça peut être aussi une activité créative. Ça va dans le même sens. Parce que cette énergie remonte. Et on est aussi dans cette logique-là, à travers la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi d'autres approches, que moins on mange, plus on permet à nos énergies naturelles en nous et les énergies qui nous environnent. Alors pour les personnes qui ne croient pas à ça, va falloir, si vous continuez à écouter, ouvrir un peu votre esprit et peut-être expérimenter et revenir dans un bon sens, en fait, dans du ressenti. Parce que ce que j'évoque ici à travers la médecine traditionnelle chinoise, c'est de l'observation et du ressenti et des expérimentations. C'est pas quelque chose de New Age, c'est pas quelque chose de complètement ésotérique, c'est 4000 ans d'expérimentation, d'observation, d'écrits
de recensement de ce que les anciens ont pu voir dans la nature et chez les humains. Et on retrouve beaucoup de similitudes d'une tradition d'un pays à l'autre. Donc voilà, c'est pas quelque chose de fiou-fiou, ça s'appuie quand même sur beaucoup de faits. Et du coup, j'en ai perdu mon fil. Oui, en fait, le fait de moins manger va nous donner plus d'énergie à disposition. Et là, je te ramène, c'est pour ça que je te dis, ça s'appuie sur énormément de faits, sur... Alors, je pourrais te parler des humains à l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais je vais remonter encore plus loin, en fait. Parce que les chasseurs-cueilleurs ont hérité de ce qui s'est passé avant aussi, avant même les premiers humains, d'autres espèces. Et j'en reviens toujours, encore en tout cas pour le moment, à cette période de la vie sur la Terre, où les premiers êtres aquatiques ont commencé à explorer, à s'installer sur les terres émergées. Il faut imaginer qu'ils arrivent sur des nouveaux espaces qu'ils ne connaissent pas, avec, je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, les premiers à avoir, après les... comment ça s'appelle ? Après les mousses, les lichens et tout ça, qui ont été les premières espèces végétales en quelque sorte à coloniser les terres émergées, ensuite ça a été beaucoup les insectes qui ont commencé à coloniser ces espaces. Et donc ensuite des êtres un peu plus gros, donc les amphibiens, les batraciens, ce genre de choses, pour aller après vers d'autres espèces encore. Mais bon, imagine donc les premiers batraciens, les premiers êtres pseudo-amphibiens, ils ne le sont pas totalement encore, qui sortent de l'eau et qui vont essayer de chercher à manger, et des abris et d'autres choses, mais en tout cas à essayer de se nourrir dans ce nouveau milieu. Il se peut que les premiers êtres, quand ils sont sortis de l'eau, ils ont très rapidement trouvé à manger, parce que ça a été en quelque sorte les premiers prédateurs à arriver. Et donc il y avait plein de proies. Mais petit à petit, imaginons, ils se sont gavés, il y en a de plus en plus qui ont commencé à sortir des eaux, et ce qui a fait que, au fur et à mesure que le temps a avancé, ils ont dû aller de plus en plus loin, à explorer de plus en plus d'espaces loin des eaux, pour se nourrir. Je parle de l'eau parce que un être amphibien a besoin encore de revenir dans l'eau pour ne pas mourir, tout simplement. Ils ont besoin pour différentes choses, parce que leur corps n'est pas encore totalement adapté à la vie totalement émergée. Ne serait-ce que pour réhydrater leur peau, réhydrater leurs organes internes, pour certaines espèces continuer à, procréer, ou même à pondre, ou à mettre naissance dans le milieu aquatique. Enfin bon, il y a différentes raisons. Et ce qui fait donc que certaines espèces, au bout d'un moment, ont dû aller toujours de plus en plus loin, depuis toujours un même point de départ, pour trouver à manger. Ce qui fait que, imaginons, tous les soirs, ces espèces retournent dans l'eau pour passer la nuit, dans un milieu plus protégé peut-être qu'à l'extérieur, et chaque matin, elles doivent ressortir pour aller s'alimenter, parce que, je l'ai déjà expliqué, dans l'eau, il y avait de plus en plus de concurrence au niveau de l'alimentation. Et donc elles allaient toujours, chaque matin, elles sortent pour aller chercher à manger. Sauf que quand elles sortent, elles sont très probablement à jeun. Et elles vont, c'est pas que... naturellement, va se déployer dans l'organisme tout un tas de stratégies pour continuer de chasser, en fait, chasser des proies, toujours de plus en plus loin, jusqu'à en trouver et se rassasier pour revenir au point de départ. Dans la zone, chez les humains, on dirait dans la grotte, dans le village, dans la zone sécuritaire, au sein du clan aussi. Et qu'est-ce qui
qu'est-ce qui a dû se déployer en fait? C'est quoi le constat qu'on peut faire en tant qu'humain aujourd'hui? Et pourquoi on parle d'avoir plus d'énergie quand on est dans un jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, je le rappelle peut-être, c'est quelque chose... Comment ça se passe en fait? C'est le fait de sauter des repas, de décider volontairement de ne pas prendre le petit déjeuner, ou de ne pas prendre le déjeuner, ou de ne pas prendre le souper. Ça peut être on saute un repas par jour, ça peut être sauter 2 repas par jour, et juste garder un repas principal. C'est en gros étendre la phase de diète sur un temps plus long. Mettons, je prends mon exemple, moi j'ai choisi de ne pas prendre le petit-déj pour diverses raisons. Mon dernier repas est donc le soir avant de dormir, vers 19h en moyenne. Normalement, j'avais pour habitude, avant de faire du fasting, du jeûne intermittent, de manger, alors ça dépend à quelle heure je me lève et ce que j'avais à faire après, soit vers 6h, vers 7h, voilà, peu importe, le matin. Et en fait, en faisant un fasting, je décide de retirer cette prise alimentaire et de manger le plus tard possible, vers midi, 13h, voire plus tard, si je ne suis pas à la maison, que je suis à l'extérieur et qu'il n'y a rien qui me satisfait à consommer, eh bien je vais peut-être manger que à 15h, à 16h, et peut-être même attendre le repas du soir. Et dans ces phases-là, ce qui est observé, ce que j'ai pu observer pour moi-même, mais qui est commun à énormément de personnes en vitalité, je tiens à le préciser, c'est que l'énergie est, alors je vais dire décuplée, alors c'est difficile à évaluer, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'énergie en soi, en nous. Pourquoi? Parce que notre système organique, notre système biologique a conservé en mémoire que si j'ai pas mangé depuis la veille au soir, c'est que peut-être je suis toujours en chasse et que j'ai besoin d'être dans une certaine présence de ce qui se passe autour de moi, dans une certaine vigilance, pour que si une proie passe à proximité, que je sois en capacité de la capturer. C'est biologique. Et c'est une des raisons qui fait que j'ai décidé, par exemple, de supprimer le repas du petit déjeuner. Parce que, en fait, c'est ce qui se faisait naturellement. Il reprend les humains d'avant l'agriculture, donc ce qu'on a appelé les chasseurs-cueilleurs. Ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de moyens de conservation. Ils avaient peut-être, à un moment donné, il y a eu l'apparition, ils ont réussi à faire du séchage et peut-être du salage, sauf que ils ne pouvaient pas non plus conserver des énormes quantités. Et donc, chaque matin, il était vital de repartir à la cueillette et à la chasse. Et en fait, quand notre corps n'a pas mangé, au bout d'un moment, il va se passer tout un tas de phénomènes hormonaux qui vont créer toute une cascade d'adaptation dans notre quotidien, dans notre présence, dans ce moment où, mettons, il est midi, j'ai pas mangé depuis la veille au soir, et là, une certaine faim commence à apparaître, et donc, je vais développer de la, comment on appelle ça? La concentration. Mon regard va être de plus en plus focus, de plus en plus tunnel. Je vais être moins dispersé dans plein de choses, dans mon aspect cognitif, dans mes sens. Mon odorat va se développer. Mais ma capacité à capter les mouvements à travers les yeux, à travers le visuel,
va être plus précise. Mon corps va éliminer, enfin, c'est pas qu'il va éliminer, il va consommer des graisses, parce qu'il a besoin d'énergie pour continuer à fonctionner, et il va nous amener à développer une performance bien particulière qui est l'endurance. Et pas juste une endurance athlétique, c'est une endurance dans toutes les sphères organiques, donc aussi bien cognitive, respiratoire. Tout un tas de stratégies vont se développer et être plus efficientes. C'est vraiment quelque chose à expérimenter. Pas forcément en passant par la phase de jeûne, parce que dans la phase de jeûne, sur plusieurs jours, on est dans un autre contexte et une autre recherche. Dans le fasting, c'est vraiment autre chose. C'est, j'ai envie de dire, on touche à quelque chose de plus bestial. Et il y a quelque chose de jouissif aussi. Parce que, mettons, si on passe, on appelle ça le fasting, le jeûne intermittent du guerrier. C'est-à-dire qu'on garde un repas, et souvent c'est que le repas du soir. Et c'est un repas où on mange à satiété. On ne réduit pas les portions, hein, c'est juste on mange, et quand on a fini de manger, il faut qu'on soit repu. Et donc, mettons qu'on garde plusieurs jours d'affilée juste le repas du soir. Et là, je peux te certifier que quand tu auras passé ta journée à te dire que ben, là, peut-être oui, j'ai faim, mais ça va passer, hein, ça reste pas des heures et des heures en tête. Il y a des moments, ça va durer 5 minutes, 10 minutes, où oui, on sent qu'on a faim. À un moment donné, on passe à autre chose. Le corps passe à autre chose. Et arrive le moment du soir, où peut-être on va se préparer à manger, en tout cas on va passer à table, et là on mange. Tes sens gustatifs, c'est une explosion. Agréable, quelque chose de sympathique. Tu apprécies de manger. Tu regoutes au plaisir de ce que t'apporte l'alimentation. Parce que si tu es dans ce cas peut-être où tu es à 3 repas par jour, avec possiblement un encas le matin vers 10h ou 11h, un autre encas vers 15h ou 16h, plus pour certaines personnes encore une autre prise alimentaire à un autre moment de la journée, ça nous fait entre 3 à 5 ou 6 prises alimentaires sur en moyenne 16 heures de veille. C'est énorme. Et en fait, notre système digestif est toujours en train de gérer la digestion, toujours en train de gérer quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand on passe un fasting, en fait, on permet à notre système digestif de se reposer, de se nettoyer, parce qu'il y a tout un processus au bout d'un certain nombre d'heures de non-alimentation où les intestins s'auto-nettoient. Il y a un repos au niveau du système nerveux qui se pose, au niveau du nerf vague. Il ne faut pas oublier que le nerf vague descend jusque dans nos entrailles, dans nos nerfs, dans nos intestins. Et donc, si on est toujours en train de manger, donc de digérer, notre nerf vague est toujours stimulé. Et donc, il y a, alors c'est un très long nerf hein, qui vient capter énormément d'informations tout le long de son parcours. Donc, il est pas totalement au repos quand on fait du fasting. Néanmoins, on permet à certaines branches de ne pas être toujours activées. Et alors, je te passe tous les détails de bienfaits au niveau de l'immunité, au niveau de la reconstruction des parois intestinales, au niveau du gain de temps, du gain d'énergie, du gain financier. Alors ça c'est un petit peu contrebalancé parce que moi je t'invite vraiment, si tu passes à 1 ou 2 repas par jour, à l'économie d'un repas que tu vas faire, financière, c'est de t'acheter des aliments de plus en plus qualitatifs et sains. Donc forcément c'est un coût un peu plus élevé que d'acheter des produits tout dégueux. Et en tout cas, il y a tout un tas de bienfaits.
Et au niveau du nerf vague, il y a une réactivation qui se passe. Et en fait, il y a naturellement, surtout quand on part sur un fasting assez long, plus de 15 heures environ de diète, il y a des vagues comme ça qui vont s'opérer dans notre corps. Et ça va au niveau du système nerveux. Et ça va amener à aider la flexibilité vagale. J'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent. La flexibilité vagale, c'est la capacité à passer d'une stimulation plus ou moins stressante qui va nous faire sortir d'un certain confort, et parce que au final on n'a pas trop le choix, sinon c'est l'épuisement, on va devoir passer par une phase de détente. Et ça, c'est ce qu'on développe dans l'endurance, dans l'ultra-endurance. Je fais du trail, je me suis amusé à expérimenter plein de choses sur un événement. 60 km à pied, en courant alternance de course et marche, pieds nus, à jeun depuis la veille au soir, sur une alimentation keto. Donc je n'ai pas mangé, je n'ai pas eu faim, ça a duré 10-11 heures. Et en fait, à un moment donné, si dans cette expérience j'avais été sur du sprint, j'aurais épuisé en quelques minutes mon stock d'énergie. Et parce que j'aurais eu faim, j'aurais eu besoin de beaucoup de nourriture, parce que j'aurais voulu aller très vite. Et le fait de passer en fasting va nous obliger naturellement à ralentir. Il va y avoir des phases où on va être très speed, et derrière, ça va s'adoucir. Parce que notre physiologie, c'est historiquement, génétiquement en fait, que une diète, une disette, ça peut-être durer très longtemps. Peut-être plus d'une journée, si on arrive à ne pas trouver d'aliments. Évidemment, dans un contexte de chasseur-cueilleur. On a cette mémoire encore en nous. Et heureusement, parce qu'elle nous permet de sortir de l'addiction au sucre. Elle nous permet de revenir à une alimentation qui, à mon sens, est plus adaptée à ce que nous sommes. Elle nous permet de sortir de la dépendance à l'alimentation. Parce que, imagine-toi, hein, surtout si tu es une personne qui dès que ton heure de manger, t'as pas de quoi te mettre quelque chose sous la dent, ça t'exacerbe, tu commences à sortir les crocs. Regarde la dépendance, même si c'est pas une dépendance au sucre, aux glucides. Regarde la dépendance que tu as peut-être au niveau de l'alimentation. Et le fait d'installer ça par petites touches, c'est progressif. Ça demande éventuellement un accompagnement. En tout cas, c'est quelque chose, vraiment, je t'invite pour que ça ne te traumatise pas, de le faire d'une manière intelligente. Et l'idée, c'est de petit à petit, chaque jour, par exemple, si tu décides de retirer le petit-déj, et que tu as l'habitude de prendre ton petit-déj à 7 heures, tu ne manges pas à 7 heures. En revanche, tu vas manger à 8 heures. Le surlendemain, à 9 heures. Le jour d'après, à 10 heures. Peut-être que pendant 2-3 jours, tu vas manger à 10 heures. Puis, au bout d'un jour, tu vas manger qu'à 11 heures. Et puis, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, 13 heures viennent de sonner et j'ai pas mangé, j'ai oublié de manger. Parce que ton système se reconnecte à cette mémoire. Et il sait, ton corps sait, c'est ce qu'on appelle l'intelligence corporelle et non pas l'intelligence cognitive.
ton corps sait que si tu sautes un repas, 2 repas, 3 repas, 5 repas, tu ne vas pas mourir. Nous avons suffisamment de réserves dans notre corps pour que il puisse venir puiser à l'intérieur et utiliser nos réserves de graisse comme source d'énergie. Et c'est pour ça que l'on fait moi j'accompagne les personnes qui veulent perdre du poids sur une alimentation cétogène en général, plus du fasting, parce que on permet, sur des corps en vitalité, encore une fois, on permet d'accélérer en quelque sorte le processus de brûlage des graisses en trop. Et ensuite, on peut aller taper dans des performances. Et ça, il y a énormément de littérature scientifique là-dessus. Il y a de plus en plus d'athlètes, notamment aux États-Unis, qui ont parcouru des distances énormes en endurance, en cétogène, sans manger. Renseigne-toi. Vraiment, si tu as du mal à croire ce que je dis, je vais te donner des références. Il y a Eat Fat to Be Fit, Ulrich Génisson, Eat Fat to Be Fit, c'est une chaîne internet, c'est un site internet aussi, c'est une chaîne YouTube, pardon. Et il a recensé beaucoup de personnes, beaucoup d'études aussi qui recensent ça et qui montrent tout à fait la capacité biologique qu'a notre corps à fonctionner de cette manière-là. Voilà ce que j'avais à dire pour cette période où beaucoup de monde sur la planète est en train de rentrer dans une période de disette volontaire. Pour d'autres, malheureusement, ça ne l'est pas. Et en fait, c'est quand ça ne l'est pas que ça peut devenir une souffrance aussi. Parce que entre je choisis de manger ou de ne pas manger et la personne qui ne peut pas manger, il y a un grand écart. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, aux préconisations qu'on peut faire. Tout le monde, biologiquement, peut se passer d'un ou deux repas, à condition d'avoir un corps en santé, en vitalité. Une personne qui a des carences, une personne qui est malnutrie, on ne va pas lui dire de sauter un repas que ça va lui faire du bien. Non. Tout au contraire, ça va être autre chose. Moi, je parle à des gens dans une civilisation où l'alimentation est à outrance, où on fait quelques kilomètres, on trouve à manger, voire quelques mètres, et où en fait, on est devenu accro, on est devenu l'alimentation, on est comme pris au piège de l'alimentation. Et vraiment, c'est encore une invitation de venir faire l'expérience de sauter des repas et de voir à quel point l'alimentation les aliments, le fait de manger a une prise sur nous. Et notamment, de voir comment, à travers l'alimentation, on fait taire énormément d'émotionnel. Et c'est dans ce sens-là aussi que notre nerf vague va rentrer en jeu, c'est-à-dire que quand j'ai faim, je vais être plus à même de devoir exprimer mon émotion. Et exprimer mon émotion, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas d'émotion jugeable. D'exprimer mon émotion va permettre de passer à autre chose. Et donc, imaginons, j'ai une émotion de colère, quelle qu'en soit la raison, on s'en fiche. Ça va faire monter, suractiver mon système nerveux, ça va me faire passer en ce qu'on appelle sympathique agressif. Mon nerf vague. Si je n'exprime pas cette colère, je vais rester sur ce mode sympathique agressif. Jour après jour, semaine après semaine. Je vais crier après tout le monde, je vais retourner cette colère envers moi, je vais développer des problématiques de santé, des inflammations, des irritations, des maladies
inflammatoires et comment on appelle ça, toutes les maladies en HIT. Et de là, mon système nerveux mon nerf vague va toujours être sur la même fréquence. Alors que, on le voit très bien, quand on est sur du fasting, volontaire, choisi, il est beaucoup plus facile de laisser l'émotion s'exprimer. Alors, ça va faire des vagues, hein, je ne vais pas te le cacher. Et si je dois me mettre en colère, je vais exprimer ma colère. Ça va prendre quelques dizaines de secondes. Je vais passer à autre chose parce que mon système nerveux, je reviens là-dessus. C'est ça qui est vraiment fondamental à garder en tête. Mon système nerveux, c'est dans la mémoire cellulaire que s'il reste sur cette colère, il va s'épuiser et il risque de mourir. Ton système nerveux est là pour te maintenir en vie seconde après seconde. Et donc, lui, si tu as une émotion à exprimer, il va te la faire exprimer pour que tu passes à autre chose et que ton nerf vague, ton système nerveux, tout ton système organique redescende dans les tours pour revenir sur un système d'endurance et de long terme. J'espère que c'est clair, que tu vas pouvoir imaginer des protocoles à mettre en place, à expérimenter. J'accompagne là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, j'adore accompagner sur le fasting, l'alimentation keto, parce que ça touche à tellement de choses profondes, hein. Rien que peut-être les propos que tu as entendus aujourd'hui réveillent plein de sentiments en toi, et c'est clé. Tout ça, c'est vraiment porteur de plein de chemins, de possibilités que tu vas pouvoir expérimenter, parce que là, je t'ai partagé mon expérience, mais il y a plein d'expériences qui se rejoignent plus ou moins. Si tu as des questions, je t'invite vraiment si c'est sur YouTube, tu peux poser les questions en commentaire. Sinon, à rejoindre le groupe que l'on est sur le canal Telegram. Tu as toutes les informations dans le descriptif. Et pour rappel, lundi 16 février, alors voilà, si tu écoutes ce podcast avant, lundi 16, donc il y a un atelier gratuit sur le système nerveux, un atelier sur Internet. Il est encore temps de s'inscrire si tu écoutes évidemment cet épisode avant cette date-là. Voilà, j'espère que tu as pu apprendre des choses et que surtout tu vas expérimenter des nouvelles choses. Voilà, à très vite et je te souhaite un bon fasting. Ciao ciao.